La longue saga de Buckingham raconte l'histoire de personnalités qui ont laissé leurs traces dans les mémoires. Voici 2 émissions au cours desquelles nous parlerons des événements qui ont marqué l'histoire de Buckingham ainsi que ses citoyens. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 2e partie du documentaire La longue saga de Buckingham. Au cours de cette heure, nous couvrirons les événements qui ont marqué Buckingham depuis son incorporation en tant que ville jusqu'à nos jours. Le 14 juin 1890, Buckingham obtient le statut de ville. George Parker devient le premier maire de la nouvelle municipalité. Au moment de l'incorporation, on comptait 2239 habitants à Buckingham. À peine 10 ans plus tard, ce sont près de 3000 personnes qui habitaient la ville. De ce nombre, près de 64% étaient d'origine canadienne-française. Les commerçants qui faisaient des affaires à l'époque nous donnent un aperçu des habitudes de vie des citoyens. À l'époque de 1890, nous avons la chance de disposer d'un document qui s'appelle le Lovell. C'est un annuaire, un peu comme les pages jaunes aujourd'hui, où les commerçants payaient les gens de Lovell pour avoir une inscription de leur commerce. Grâce à cette source-là, nous savons qu'à Buckingham, il y avait au moins une centaine de commerçants. Ce qui pouvait inclure, entre autres, beaucoup d'hôtels. On avait environ 5 hôtels. On avait plusieurs magasins généraux. On avait des boucheries, des merceries pour hommes et femmes. On avait des magasins de chaussures. Et puis, un coup que les chaussures étaient usées, il fallait les réparer. Donc, on avait des cordonniers aussi. On avait des ferblantiers. Parce qu'ici, à Buckingham, on avait beaucoup de tôles pour la toiture, par exemple, des écuries. On avait, comme de raison, des forgerons pour prendre soin des besoins pour les chevaux, des fabricants de charrettes. On avait des débits de boissons aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les bûcherons, les mineurs, quand ceux-ci venaient en ville et puis qu'ils voulaient s'abreuver, donc il y avait des endroits qui étaient désignés pour la vente de boissons. Durant cette période, c'est aussi la période d'expansion du côté du landing, parce qu'on va avoir une accroissance avec les mines et puis les sentiers forestiers. On va donc avoir un dédoublement du côté du commerce avec le landing, le débarcadère si on veut, où ce que plusieurs commerçants, on va avoir quelques hôtels aussi, vont y mettre pied pour permettre d'atteindre leur clientèle d'une manière plus favorable. En 1892, Buckingham décide de se doter d'un réseau d'aqueducs qui sera en opération dès 1894. La construction d'un château d'eau permet également à la ville de commencer à produire de l'électricité. L'arrivée du château d'eau à Buckingham va révolutionner la façon de traiter, par exemple, les aqueducs et l'électricité. Parce que le château d'eau va être une station de pompage et en même temps une station hydroélectrique. Donc, si je commence par du côté de l'aqueduc, on va développer un système d'aqueduc à travers la ville de Buckingham avec de la tuyauterie, des bonnes fontaines et en même temps des conduites dans les domiciles. Donc, on va avoir l'apparition de l'eau courante dans les maisons, ce qui va changer beaucoup le concept, la vie journalière des gens. Au lieu d'aller puiser l'eau à la rivière, on va être avec un robinet. Maintenant, on dispose de l'eau à la maison. Si on regarde les factures de taxation du château d'eau à cette époque-là, de la ville, il est intéressant de noter qu'on chargeait à l'usage. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait une plomberie normale avait un taux fixe par année et après ça, ça l'augmentait par les utilisations. Donc, quelqu'un qui avait une toilette avec une chasse d'eau, par exemple, payait un taux supplémentaire. On payait aussi pour une vache et pour toute autre vache supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Buckingham était urbain, mais il y avait quand même un petit peu de rural aussi. Et on va payer pour, si on a un boyau, par exemple, pour arroser, surtout dans les hôtels, tout ça, on va payer un supplément avec ça. On va suivre un peu la même pensée, la même philosophie du côté électricité. On va déployer les générateurs sur le château d'eau. Ils vont investir dans un développement. Mais là, ce qui va arriver, c'est que c'est M. McLaren, Albert McLaren, qui va en prendre la charge. Ça va donc une compagnie privée qui va opérer à Buckingham jusqu'en 1976. Et ils vont couvrir le réseau électrique en l'approvisionnant avec tout ce qui est nécessaire. Mais aussi, quand on regarde la facturation, il est intéressant de noter que les gens étaient chargés au nombre de lumières qu'il avait par domicile.
Les gens se disent encore aujourd'hui que quand il arrivait à chaque année que c'était temps de facturer et puis que l'inspecteur passait à la maison, que les gens s'empressaient de débrancher des branchements temporaires pour diminuer les coûts, justement, du système électrique. On va être assez avant-gardiste à Buckingham. Avec le système hydroélectrique et le système électrique, on va être dans les premières villes de l'Outaouais qu'on va avoir un système de première qualité. Le maire qui était en place avec son équipe était assez avant-gardiste d'une certaine façon pour l'époque et ils ont décidé de doter la petite ville de Buckingham de certaines infrastructures importantes, que ce soit un réseau d'aqueduc et ensuite un réseau d'égouts. C'est effectivement ces gens-là qui ont, et nécessairement qu'il y a eu le château d'eau à ce moment-là qui a été construit. Ils ont voulu donner en fait à la ville les installations, les institutions qui leur permettraient ensuite d'attirer des investissements. C'était ça l'objectif. Stanislas Pascal Franchot a été le premier à exprimer le désir d'implanter un système téléphonique reliant Buckingham à Ottawa. À la tête d'un groupe d'hommes d'affaires, le 3 novembre 1890, il fait une demande au conseil municipal pour obtenir la permission de construire une ligne téléphonique. C'est rudimentaire, c'est environ une dizaine d'appareils à l'époque. Et si on regarde qui était branché à cette époque-là, on se rend compte que c'était, par exemple, les industries McLaren. On avait un docteur, on avait M. Franchot et quelques autres notables de l'époque. Quelques années plus tard, le système va s'agrandir avec les demandes et va monter le long de la rivière pour atteindre les villages au nord de Buckingham. Et ça va rester jusque vers les années 1950 environ, où ce que la compagnie McLaren à l'époque, qui possédait les systèmes téléphoniques, vont prendre soin du réseau téléphonique le long de la rivière de la Lièvre. Et en 1950, ça va être transféré à la compagnie de téléphone Bell. En 1893, un premier club de hockey s'installe dans la ville. L'année suivante, un club de curling féminin voyait le jour. La richesse économique et l'accroissement de la population vont faire que Buckingham va devenir un bassin extraordinaire pour le développement des sports. On va, entre autres, y trouver, sans aucune discrimination, des gens qui sont en moyens financiers, tout comme l'ouvrier ordinaire qui vont se côtoyer à cette époque-là. Ça va commencer déjà vers 1857. On a déjà les premiers registres du premier sport documenté à Buckingham, qui était le club de curling à l'époque, d'origine écossaise. On avait quelques gens qui étaient d'origine écossaise qui vont nous amener le curling à Buckingham. Et ça va se pratiquer sur la rivière, surtout en hiver. On va développer le curling au point où on va avoir des aires spécialisées pour jouer au curling. Et à travers l'histoire, les équipes de curling de Buckingham vont développer une réputation assez extraordinaire. Le curling est un autre sport aussi qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes vont être capables de commencer à jouer au curling. Et on va avoir plusieurs équipes féminines qui vont remporter des prix nationaux au curling. Pour ce qui est du hockey, c'est différent. On sait que le hockey va débuter à McGill à la fin des années 1800. Et il va se répandre ici parce qu'on avait des diplômés de McGill, entre autres ici. Ça fait qu'en 1893, on va avoir la création de la première équipe de hockey de Buckingham. On va avoir non seulement une équipe, mais on va avoir aussi tout du support. On va avoir une organisation, on va avoir un président d'honneur, un président, un capitaine d'équipe, et on va avoir des gens, par exemple, comme Albert McLaren, qui vont faire partie, des ouvriers qui vont jouer ensemble dans l'équipe de hockey. Encore une fois, le hockey va développer une très bonne réputation à Buckingham. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir plusieurs Buckinois qui vont se distinguer et se rendre à l'échelle nationale. L'année 1900 a été déterminante en Outaouais. En effet, c'est en cette première année du 20e siècle que la ville de Hull a presque été rasée par un incendie sans précédent. Les répercussions du grand feu de Hull se sont fait sentir jusqu'à Buckingham. Ça commence tout simplement par un feu de cheminée dans le Vieux-Hall. Il vente énormément cette journée-là. Et bientôt, c'est les voisins, c'est la rue, le quartier. Et finalement, on parle de 40 à 50 du Vieux-Hall qui va passer
au feu, mais aussi, on parle toujours du grand feu de Hull, mais on oublie que le feu a traversé du côté d'Ottawa et il y a même eu plus de maisons qui ont brûlé du côté d'Ottawa. On parle de 20 de la ville. Alors, ça a été une catastrophe majeure pour la ville de Hull et ça va avoir un impact énorme sur l'économie. En fait, les pâtes et papiers vont reconstruire. Le BD, avec l'aide de la Banque de Montréal, va quand même reconstruire assez rapidement, sauf qu'il faut savoir qu'il y a des scieries qui ne seront plus reconstruites. En fait, on peut dire que l'âge d'or des scieries là, pour Hull, c'est beaucoup plus le 19e siècle que le 20e siècle, ce qui fait que ça va aider les villages, les villes périphériques. Alors, par exemple, Buckingham va profiter du fait que certaines scieries ne seront plus reconstruites et finalement, ça va favoriser d'autres communautés de l'Outaouais. On ne peut pas rester insensible à ce qui vient d'arriver à quelques kilomètres de distance sans penser ici à la possibilité d'une déflagration semblable. Donc, ce sont vers les mêmes années qu'on va déployer plus d'efforts du côté du service des incendies. Mais il va y avoir des répercussions économiques immédiates aussi. Il faut penser que pendant environ 3 ans, on va être obligé de reconstruire Hull. Donc, les scieries qui fonctionnent plus ou moins à Hull et qui ont brûlé, les scieries locales d'ici vont probablement fournir la majorité des matériaux de construction pour rebâtir Hull et Ottawa. D'un autre côté aussi, il y a un certain bénéfice dans un sens, c'est-à-dire que les ouvriers, ceux qui travaillaient dans les scieries de Hull et Ottawa, sont maintenant sans emploi pour une période de temps. Donc, ici, à Buckingham, on a un peu l'embarras du choix pour employer les employés dans le domaine des scieries, par exemple. Le 8 octobre 1906, des événements d'une rare violence se déroulent à Buckingham. L'historien Pierre-Louis Lapointe, dont la thèse de doctorat porte sur les relations ethniques et religieuses dans la région de Buckingham, raconte les événements qui se sont produits. Les événements du 8 octobre 1906, qui touchent surtout les ouvriers, les relations entre le monde ouvrier et la compagnie James McLaren, au fond, avaient d'autres racines. C'est que ça remonte à 1901, quand la compagnie McLaren est devenue seule propriétaire de l'ensemble des installations forestières sur la Lièvre. C'est-à-dire ils ont acheté la compagnie Ross de Frank Ross de Québec. Et là, c'est devenu pour eux, donc ils sont devenus les seuls employeurs, ce qui veut dire que ça a été un monopole, la constitution d'un monopole. La compagnie McLaren réussissait pour ce qu'on pourrait appeler la Basse-Lièvre, la partie de la vallée qui est au sud de Mont-Laurier, bien, ils ont réussi à payer à peu près à moitié du prix qui était payé ailleurs pour le bois. Donc, c'était les colons, la population riveraine de la vallée de la Lièvre qui étaient pris en otage. D'ailleurs, les salaires étaient beaucoup plus bas à Buckingham qu'ils ne l'étaient à Hull, par exemple. Ce qui fait que quand on parle toujours d'une grève, le strike, la grève de Buckingham, mais en réalité, il n'y en a pas eu de grève. Ça a été tout simplement un lock-out. La compagnie a décidé qu'il mettait les employés à la porte puis qu'il arrêtait la production. Et ils ont essayé, à ce moment-là, avec des scabs, à continuer à faire passer bio pour qu'ils descendent au moulin. Et c'est là que ça a mis le feu aux poudres. Pour le président de la Société d'histoire de Buckingham, il est primordial de prendre certaines informations en considération lorsque vient le temps de parler de ces tristes événements. Le 26 septembre, on va avoir un premier affrontement dans Buckingham où les unionistes vont essayer d'empêcher ceux qui continuent à travailler dans Buckingham de rentrer travailler. Un des gros problèmes que les autorités ont, c'est qu'on se manque un policier à cette époque-là. Donc, les autorités de la compagnie McLaren vont demander d'urgence d'assermenter des constables spéciaux ce jour-là, le 26. Ce qu'ils vont faire en assermentant 18 employés de la compagnie McLaren et 2 détectives qui ont été engagés pour la cause.
À partir de ce moment-là, du 26 de septembre, les unionistes ne tiendront plus aucune réunion dans Buckingham pour le simple fait qu'avec les effectifs policiers augmentés, ils peuvent se faire arrêter pour toutes sortes de raisons. Donc, la plupart des réunions vont avoir lieu à Masson. Et avec le mécontentement et avec aussi certaines têtes chaudes, on va commencer déjà à discuter de possibilités de violence et on va même commencer déjà à cacher des armes sur des gens à Masson. Le matin du 8 octobre, le matin des affrontations, quand que les billots vont commencer à descendre dans l'église-soir avec un petit groupe d'ouvriers protégés par une quinzaine de détectives qui sont armés de revolvers, M. Charette, au lieu de se diriger vers le quartier général des unionistes ici à Buckingham, va se diriger à Masson pour aller chercher des armes sur deux personnes chez qui ils avaient caché les armes, un M. Josepha Laframboise et M. Charles Pépin. Il va revenir avec une dizaine d'armes. Ce sont des armes longues, c'est-à-dire des carabines, des fusils et quelques revolvers aussi, qui vont être transportés au quartier général des grévistes ici à Buckingham. Et puis, on a des témoignages aussi de cette journée-là. C'est qu'on a, par exemple, M. Albert Kennedy qui avait un magasin sur la rue principale et qui vendait des armes à feu et des munitions. M. Kennedy va témoigner plus tard dans les enquêtes que ce matin-là, il va effectivement vendre des munitions pour des carabines et des fusils, entre autres à M. Thomas Bélanger et à M. Léonard Pagé de l'Union. Maintenant, le résultat, on le sait, c'est qu'il y a eu une marche des grévistes à partir à peu près de cet endroit-ci sur la rue principale pour se rendre jusqu'au landing, au débarcadère de Buckingham, puis pour, au fond, dire aux hommes qui travaillaient, arrêtez de travailler, puis au fond, c'est un jeu de force. Il va y avoir un échange verbal au commencement avec les autorités qui sont là. Il y a environ une quinzaine de constables armés. Il y a environ une quinzaine d'ouvriers qui travaillent sur les estacades à bouger les choses. Et il y a environ 150 queues et autant de spectateurs là, qui les accompagnent à cet endroit-là. Après l'échange verbal, il va y avoir une confrontation rapide à main nue. Il va y avoir une bataille à coups de poing et à coups de bâton, tout ça. Et là, le résultat, c'est que ça a été, il y a eu quelqu'un qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer. Dans toutes les enquêtes, disons, auxquelles j'ai eu accès dans les archives du procureur général du Québec, il semble bien que c'était les McLaren, ça venait du côté des McLaren, le premier coup de feu. Et là, ça a été la débandade. Ça va être la fusillade. Il y a des témoins qui disent qu'il y a des centaines de projectiles qui ont volé dans quelques secondes. Quand on lit les récits, quand on lit les témoignages, c'est très probablement ce qui est arrivé à cette époque-là. Très malheureusement, on va avoir 2 morts immédiatement dans ces affrontements-là. On va avoir M. Thomas Bélanger et M. François Thériault. Thomas Bélanger, c'était le président du syndicat. Il a été visé, il y avait une photographie de lui qui avait circulé, puis bon, il avait été clairement identifié. Le secrétaire archiviste, François Thériault, a été tué, lui, mais c'est un peu, disons, il y a d'autres membres, c'est surtout des membres de l'exécutif syndical qui ont été frappés. C'est vrai qu'il était en avant des rangs des grévistes, et pas des grévistes, enfin, des locoutés, si on veut. Alors, lui, il a pris une balle qui a été fatale. Il y a eu, en fait, un des détectives, le détective Warner, qui avait une coupe d'alias, parce que la compagnie avait embauché, à travers la Teal Detective Agency, ils avaient embauché des gens qui savaient manier des fusils, qui étaient, qui venaient de n'importe où. T'sais. Alors lui, Warner, avait un alias, et il y a eu une blessure dans une jambe, mais la blessure, c'est gangréné, puis il est mort, au fond, des suites d'un empoisonnement de sang. Après ces événements-là, ça va être les enquêtes du coroner. Et un des faits qui va ressortir dans l'enquête du coroner, c'est que la personne, la troisième victime qui est décédée à l'hôpital la semaine plus tard, a été atteinte d'un projectile d'une carabine. Et ça l'exclut automatiquement que ce soit les forces de la McLaren qui ait tiré sur cette personne-là, parce qu'aucune de ces forces-là ne disposait de carabine ou de fusil.
On parle d'un calibre 303 et le coroner va même faire venir un témoin expert de l'extérieur, un major Smallwood, qui va examiner les fragments et qui va testifier, témoigner que ce sont des fragments d'un calibre 303. C'est un des rares conflits au Canada, on ne parle pas juste du Québec, au Canada, qui s'est soldé par la mort d'hommes. Si l'année 1906 reste gravée dans les souvenirs des citoyens comme étant une année sombre, c'est également en cette année que l'on construit le premier hôpital. Les élus municipaux se mettent à penser à la possibilité d'un hôpital dès 1902 lors de la visite du couple vice-royal, le gouverneur général Lord Minto et son épouse. Lady Minto avait alors suggéré de faire construire un petit hôpital de style cottage. L'hôpital Saint-Michel a vu le jour 5 ans avant l'hôpital Sacré-Cœur de Hull. L'hôpital de Buckingham, construit en 1906, qui va rentrer en fonction au mois de septembre 1906, est le premier hôpital en Outaouais. Il faut comprendre qu'avant cet hôpital, quand les gens voulaient aller à l'hôpital, il fallait se déplacer soit à la Chute ou à Ottawa. À ces époques-là, les gens se déplaçaient plutôt chez les docteurs, dans les résidences des docteurs qui avaient une petite infirmerie. Donc, c'est révolutionnaire. On a un hôpital en place qui est quand même un édifice imposant, fait de briques et de 3 étages, qui est administré à cette époque-là par les Sœurs Grises de la Croix, qui vont l'administrer pendant de longues décennies. L'hôpital de Buckingham va jouer un rôle important dans la santé dans la région de l'Outaouais et va croître aussi avec les années. Vers 1930, on va même débuter l'enseignement. On va débuter des cours d'infirmières auxiliaires ici. Et vers 1932, on va réussir à convaincre les autorités à agrandir un peu l'hôpital. Donc, on va avoir l'ajout de 2 ailes à l'époque qui va doubler la capacité de l'hôpital. Et il va falloir attendre en 1948, avec l'influence du député de l'époque, M. Roméo Lorrain, pour finalement installer un système de chauffage moderne. Je souris un peu parce que quand on lit les écrits des sœurs de l'époque, ils ont passé des périodes très difficiles à certaines époques, dans les hivers surtout, où ce se chauffait au charbon, où ce que les sœurs étaient obligées de se réveiller durant la nuit, par exemple, pour approvisionner les fournaises, tout ça. C'est que finalement, en 1948, on les munit d'une installation. Et en 1949, on va agrandir l'hôpital avec une section moderne qui va, pour une deuxième fois dans l'histoire de l'hôpital, redoubler la capacité de lit. C'est le bâtiment que la plupart des citoyens de Buckingham, là, des 1960, 70, 80, vont connaître. Le bâtiment de briques jaunes et qui va servir d'ailleurs, qui va être adjoint à la nouvelle construction maintenant qui a lieu cette année en 2010. Là. La liste noire sur laquelle la compagnie McLaren avait inscrit la liste des travailleurs indésirables, de même que le déclin de l'industrie minière dans la Basse-Lièvre, ont contribué à faire fuir une partie de la population de Buckingham. En 1907, on a une première récession économique d'envergure en Amérique du Nord. C'est le précurseur de la grande récession de 1929. Et ça va affecter les gens du côté économique, travail. Ici, en plus, on va avoir un phénomène d'exode dû au fait qu'il va y avoir une grande ruée vers les mines d'argent du lac Cobalt en Ontario. On va avoir des gens de Notre-Dame-du-Lot, de Notre-Dame-la-Salette, de Baltimore, de Buckingham et de Masson, autant anglophones que francophones, qui vont se précipiter vers la fortune instantanée que promet les mines d'argent du lac Cobalt. En tout, on va avoir environ 10 000 familles qui vont se déplacer à travers le Canada, l'Ontario, qui vont former une communauté à Cobalt pour quelques années. Contrairement aux mineurs de Buckingham, les gens vont partir d'ici avec leur famille. Les mineurs qui œuvraient à Buckingham, la plupart d'entre eux n'avaient pas de famille ici. Ce qui va arriver, c'est que quand les gisements vont s'épuiser quelques années plus tard, les gens vont avoir tendance à revenir ici. Et la manière qu'on est capable de les suivre, de les redécouvrir, c'est en regardant les recensements, par exemple celui de 1911, où ce qu'on voit que la majorité de ces gens-là vont revenir dans la région ici. Même si elle s'est déroulée de l'autre côté de l'Atlantique, la Première Guerre mondiale a eu des répercussions sur les habitudes des citoyens de la ville de Buckingham. Mais comme la plupart des Canadiens, c'est une ferveur patrimoniale, on veut participer, on veut aider. Et ici à Buckingham, ça va se traduire avec environ 300 citoyens qui vont servir sur les drapeaux de 1914 à 1918. De ces 300 personnes, environ une cinquantaine, la majorité de jeunes gens, vont y laisser la vie. Un exemple intéressant, c'est le sous-lieutenant John Ebert Higginson,
fils du maire de Buckingham durant cette période de temps-là, qui va tomber au combat en France en 1917. Pour remémorer la mémoire de leur enfant qui vient de périr, la famille va ériger un vitrail dans l'église Saint-Andrew à Buckingham, qu'on peut toujours voir là d'ailleurs. C'est un exemple de la façon que la Première Guerre mondiale va affecter la population ici. La Première Guerre mondiale n'affectera pas seulement Buckingham, elle va affecter un peu la région. Et une raison très particulière pour cela, c'est qu'en 1916, les autorités britanniques vont demander un support exceptionnel à l'Outaouais, au Canada, dans la forme d'ouvriers forestiers. Il faut comprendre que durant la Première Guerre mondiale, c'est la guerre des tranchées. Les tranchées, ce sont des ouvertures qui sont faites dans le sol. Le sol est très brouilleux, donc il est nécessaire d'étayer les tranchées avec des madriers de bois, des structures en bois. Il y a donc une forte demande pour le bois de main-d'œuvre et ils vont rapidement épuiser les ressources qui sont disponibles. La solution, il reste encore des forêts en Angleterre et en France, mais ils ne sont pas abattus, ils ne sont pas sciés. Il est donc nécessaire d'avoir une main-d'œuvre qui soit capable de les abattre, de les scier, de les transformer. On demande donc au Canada de fournir des gens. En tout et partout, il va y avoir environ 20 000 personnes qui vont participer. On va créer un corps spécial qu'on va appeler le corps forestier canadien. Et ces gens-là vont monter en France et en Angleterre pour être capables de bûcher et de transformer. Il y en a même quelques-uns qui vont se mériter des décorations parce qu'ils vont travailler proche des lignes ennemies et qui vont même se faire bombarder par l'artillerie ennemie. Donc, l'Outaouais en particulier va apporter un apport spécial à la Première Guerre mondiale avec l'expertise de nos forêts. La planète a vécu une crise économique sans précédent dans les années 1920. La région de l'Outaouais n'y a pas échappé. Pour les habitants de Buckingham, cependant, la crise a semblé avoir frappé moins fort. Au Québec, c'est particulier, parce que le Québec, à ce moment-là, est encore majoritairement rural, si on veut. Donc, le Québec va être affecté par la crise, oui, mais d'une certaine façon, moins que l'Ontario, par exemple, qui était déjà plus industrialisé. Par contre, si on parle de l'Outaouais, il ne faut pas oublier que la région urbaine de l'Outaouais, Hull, Buckingham, etc., était quand même le 3e pôle industriel au Québec à cette époque-là. Donc, à ce niveau-là, l'Outaouais va être touché. Mais encore une fois, relativement au reste de la planète, si vous voulez, au reste des autres pays industrialisés, le Québec a été moins touché. D'autant plus que ce qui est particulier, c'est que même la population urbaine à l'époque, on était souvent à la première ou deuxième génération qui vivait dans les villes. Donc, tout le monde, à peu près tout le monde, avait de la famille, de la parenté qui vivait encore sur des fermes. Donc, ce qui fait que, à part Montréal, bien sûr, là où la population va être plus touchée, le reste de la population industrielle du Québec va quand même s'en sortir relativement bien, si on veut. Le crash de 1929, même s'il affecte les marchés mondiaux et qui, éventuellement, va même conduire à la Deuxième Guerre mondiale, ici, ça va plutôt se transformer en une période de construction. Et il va y avoir beaucoup de construction à cette période-là. On va construire l'usine de papier de Masson. On va construire le barrage Réaume pour alimenter en pouvoir électrique l'usine de papier. Et on va même construire une construction assez extraordinaire, même pour cette époque-là, un tunnel sous le lit de la rivière d'environ 20 pieds de diamètre à partir du barrage Réaume jusqu'à l'usine de papier de Masson pour canaliser l'eau pour être capable de faire fonctionner des turbines à Masson. Donc, ici à Buckingham, on va avoir un essor économique durant la Grande Dépression et ça va fournir l'ouvrage aux gens. À peine 20 ans après la fin de la guerre, un deuxième conflit mondial éclate. Un conflit qui allait changer la vie de Buckingham et laisser des cicatrices dans les mémoires. La Deuxième Guerre mondiale va affecter plus directement les gens de Buckingham parce qu'entre autres, on va impliquer les industries chimiques à l'époque. Mais en plus de ça, le même sens de patriotisme un peu qu'à la Première Guerre mondiale. On va avoir aussi plusieurs citoyens qui vont se joindre aux forces armées dans toutes les gammes des forces armées, c'est-à-dire dans l'armée, dans la marine et l'aviation qui a fait beaucoup de progrès depuis la Première Guerre mondiale. On va avoir des femmes auxiliaires et même des gens qui vont se joindre au corps médical. On va aussi avoir le lien avec un bâtiment de guerre, c'est-à-dire la frégate le Buckingham, qui va être construit vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un destroyer anti-sous-marin qui ne ferait pas grand éclat comme tel au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception du fait peut-être qu'il va capturer le dernier sous-marin allemand qui va se rendre aux Alliés dans les eaux de l'Atlantique.
il faut que je mentionne l'industrie ERCO, Electric Reduction Company à l'époque, qui vont transformer des minerais comme le phosphate en phosphore, le phosphore va être en grande demande durant la Deuxième Guerre mondiale pour fabriquer des éléments fumigènes, c'est-à-dire des écrans de fumée. On va donc fabriquer des contenants qui vont produire de la fumée pour les navires et on va fabriquer aussi des grenades fumigènes. Et pour la fabrication des grenades, c'est une usine qu'on va nommer d'un nom de code. On va l'appeler le projet 29 pour le protéger des saboteurs éventuels. Et un fait intéressant, c'est que la majorité des employés qui vont être là, ça va être des femmes, parce que les hommes sont partis au combat. L'après-guerre représente une période de grande stabilité partout au Québec. Le comté de Papineau était représenté par le docteur Roméo Lorrain, un des hommes-chefs de Maurice Duplessis. Ça ne prendra pas grand temps qu'il va se distinguer parce que pour le comté de Papineau, à cette époque-là, les statistiques indiquent qu'il y avait environ 20 des résidences qui étaient électrifiées. Et les statistiques nous disent que quelques années plus tard, avec l'intervention de M. Lorrain, on va avoir 90 des édifices qui vont être électrifiés. En 1944, il va être appointé ministre des Travaux publics. Et c'est là qu'il va se distinguer, qu'il va bâtir une solide réputation pour la région de l'Outaouais, de Québec, mais aussi de l'Outaouais en particulier. Durant son règne, dans la province de Québec, on va construire environ, de 1944 à 1960, environ 2000 ponts. De ces 2000 ponts-là, on en retrouve dans la revue officielle qui commémore les événements de M. Lorrain, 74 ponts dans la région de Papineau. Entre autres, on y comprend le pont Brady, la construction vers 1941 et plus tard vers 1947. M. Lorrain va être impliqué dans cette construction-là. Il va aussi faire construire des écoles. Il va faire remodeler des écoles, renouveler des écoles, les moderniser. Et c'est ainsi qu'on va voir apparaître la nouvelle école de Saint-Michel, la nouvelle école Saint-Laurent et l'école Buckingham, le Elementary aujourd'hui, l'école primaire Buckingham sur la rue Georges. M. Lorrain va décéder en 1967. Aerodynamics is a favorite physics subject at St. Michael's College in the little Quebec town of Buckingham. Parmi la multitude de personnalités qui ont fait leur marque à Buckingham, on ne peut certes passer sous silence l'influence de deux d'entre eux. Le frère Armidas Gamelin est un personnage extraordinaire. C'est un franco-américain. Il va venir au monde aux États-Unis. Il va rentrer dans sa vocation à un jeune âge. Il va faire des études supérieures aux États-Unis et après ça, il va s'en venir au Québec, où il va continuer à s'éduquer. Il va même obtenir un doctorat en sciences de l'Université de Montréal. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va venir ici, à Buckingham, pour faire partie de la communauté des frères d'instruction chrétienne qui enseignent à l'École Saint-Michel à l'époque. Le frère Armidas, en arrivant ici avec un doctorat en sciences, va s'occuper d'enseigner les sciences et aux garçons et plus tard aux filles aussi du couvent Saint-Laurent. Le frère Armidas Gamelin va être un des pionniers ici qui va œuvrer pour un club de vol à voile. Et durant plusieurs années, il va devenir pilote-instructeur, il va voler, il va enseigner aux jeunes comment piloter. Et ça va être un des pionniers dans l'Outaouais ici pour ce genre d'éducation-là. C'est donc un pionnier dans plusieurs domaines. À la fin de ses jours, en dernier, vers 1980, il va même continuer, parce qu'il va continuer dans sa profession d'enseignant pendant environ 66 ans, ce qui est extraordinaire. Le frère Armidas Gamelin, en dernier, va continuer à enseigner. Au lieu d'enseigner aux élèves, il va enseigner aux professeurs. Il va devenir responsable du programme de sciences à l'école, qui est la polyvalente de Buckingham. Et en tout dernier, pour lui rendre honneur, on va décider de nommer l'école polyvalente de Buckingham au nom de l'école qui va être aujourd'hui connue sur Armidas Gamelin. C'était une exception au règlement de toponymie à l'époque parce qu'on ne nommait pas des bâtiments ou des rues pour une personne vivante. On va faire exception pour le frère Armidas Gamelin. Et en dernier, on va même lui octroyer l'Ordre du Canada. Le père jésuite Bernard Lorigan est natif de Buckingham. Il va venir au monde sur la rue des Pins, à l'endroit aujourd'hui où on a l'établissement des Chevaliers de Colomb. Et puis la famille Lonergan avait déjà beaucoup de passé ici à Buckingham.
Bernard Lonergan va se distinguer. Il va rentrer dans l'ordre des Jésuites et on voit déjà que c'est une personne qui a un intellect incomparable. Il va développer des thèses, des théories dans différents domaines. Il va devenir théologien. Il va être aussi philosophe et un peu économiste. Il va se distinguer dans ces trois sujets. Il va écrire un livre qui, en anglais, le titre s'appelle « Insight », ou si je traduis « Regard intérieur », qui est une réflexion, comment est-ce que l'être humain se comprend, comment est-ce qu'on pense. Et ça va devenir un best-seller international. Le Vatican va réaliser la richesse que cette personne-là peut apporter à la compréhension de la religion, de l'économie, de la philosophie. En dernier, le père Bernard Lonergan va recevoir, il va être nommé compagnon de l'Ordre du Canada. Et après son décès, on va nommer la bibliothèque du secteur de Buckingham au nom du père Bernard Lonergan. Si les années d'après-guerre ont été marquées par une certaine stabilité financière, avec le recul, certains historiens n'hésitent pas à parler des années de grande noirceur au Québec. Mais ce qui marque surtout là, le Québec dans son ensemble, dans l'après-guerre, c'est vraiment le règne, le mot n'est pas trop fort, le règne de Duplessis. C'est vraiment l'apogée aussi de la puissance du clergé, et ça, c'est partout au Québec. Okay? C'est vraiment là, et c'est là aussi qu'on peut dire que le Québec va prendre un peu de retard dans plusieurs domaines par rapport au reste du Canada, qu'on parle de l'éducation, qu'on parle des soins de santé, qu'on parle des programmes sociaux en général. C'est vraiment là, une période de transition, d'ébullition ici en même temps, mais sous des apparences. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, mais en fait, il y a tout un bouillonnement qui se produit là, au sein de la société. Et là, en l'espace de quelques années, tout va bouger. Tous les changements qui s'étaient préparés en profondeur, en douce, durant les années 50, tout ça, c'est une espèce de rattrapage collectif, dans le fond, là. Tu sais, il faut comprendre qu'on est au début des années 60, le Québec était un des seuls États au monde à ne pas avoir de ministère d'éducation. La majorité des pays d'Afrique ont eu un ministère d'éducation avant que le Québec en ait un. Okay? Donc, au niveau scolaire, la scolarité, ça va être un rattrapage absolument incroyable, avec les ratés que ça peut avoir aussi, hein, quand on essaie de rattraper très vite. Bon, c'est facile de critiquer par après, mais on avait un rattrapage énorme. Vous savez que Duplessis, c'était pas celui qui était le plus favorable à l'éducation, hein, sa fameuse phrase. L'éducation, c'est comme la boisson, il y en a qui ne portent pas ça. Donc, il n'investissait pas là-dedans. Bien sûr, aussi la nationalisation de l'électricité avec René Lévesque. C'est absolument incroyable aussi, la nationalisation de l'électricité, parce que ça va être l'électricité va jouer pour le Québec le rôle que le pétrole va jouer dans plusieurs pays producteurs de pétrole. Et l'Outaouais, en passant, va être une des régions les plus touchées par ça, parce que presque toutes les compagnies d'électricité à ce moment-là étaient des compagnies privées, américaines, et parmi les plus puissantes, c'était les compagnies de l'Outaouais. La Gatineau Power, entre autres. Quand Lévesque critiquait les compagnies privées d'électricité, la compagnie qu'il avait en tête, c'était la Gatineau Power, qui avait un monopole absolument incroyable. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus. À partir du début des années 60, le Québec vit un profond bouleversement de ses valeurs. Comme partout dans la province, Buckingham est plongé au cœur de ce que l'on a appelé plus tard la Révolution tranquille. Au niveau sociologique aussi, il faut comprendre qu'au début des années 60, là, au moment où la Révolution tranquille va se produire, plus de 65 de la population au Québec a moins de 25 ans. On a une population jeune, okay, qui tout à coup là, va avoir accès à l'éducation, va avoir accès à des emplois avec la nationalisation de l'électricité, etc. On a des changements aussi qui débordent largement les frontières du Québec. Il y a tous des changements sociaux là, qui se produisent. C'est bon, la libération de la femme notamment. Donc, les femmes, bon, tout ça coïncide avec des événements locaux, c'est-à-dire la mort de Duplessis et l'élection du Parti libéral ici, mais dans un contexte beaucoup plus large. L'émancipation de la femme, Vatican II. Dans une société où la religion avait un rôle aussi important qu'au Québec, c'est évident que le Concile Vatican II, donc début des années 60 aussi, avec tous les bouleversements que ça va entraîner, tout ça arrive en même temps. La pilule, c'est 1960. Okay? Donc, tout ça ensemble fait qu'on a l'impression qu'effectivement, ça donne une impression de révolution. Mais ça donne une impression de révolution, c'est parce qu'en fait, en 10 ans,
le Québec va vivre ce que d'autres pays avaient mis 100 ans à vivre. Il est sûr qu'avec Vatican II en 65, qui tout à coup se met à dire que ce qui était péché mortel ne l'est plus, puis ce qui était péché véniel n'existe même plus, bien là, il y a eu comme... Les gens ont été un peu abasourdis, un peu mêlés dans tout ça. Et en plus de ça, il y a eu une période, je dirais, de vie un peu plus facile. Il y a eu... les salaires ont augmenté donc les gens sont devenus plus matérialistes, plus moins, vous savez comme on dit, moins fixés sur le côté religieux. Et on sait que rendu à 72-75, la pratique religieuse avait fondu de presque la moitié dans un grand nombre d'églises. De nombreux clubs sociaux ont fait une différence dans la vie de plusieurs citoyens de Buckingham. Les Chevaliers de Colomb, par exemple, sont implantés à Buckingham depuis plus de 90 ans. Le Club Lion, de son côté, vient de fêter son 75e anniversaire. Dans le temps, comme de raison, les Lions, il n'y avait pas de téléthon, il n'y avait pas de télévision communautaire, il n'y avait rien de ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On passait de maison en maison, de porte en porte. Puis on ramassait des non périssables, comme de raison, des victuailles non périssables. Et c'est avec ça qu'on faisait nos paniers. Tu sais. On venait à bout de faire des paniers. Comme de raison, les besoins étaient moindres, c'est sûr, là, tu sais, parce que la population, si on se recule dans les années 50, disons, si on va après la Deuxième Grande Guerre, à Buckingham était quoi? 4-5 000 de population. Masson était probablement 1000, 2000. L'Ange gardien, il n'y en avait pas. Il y avait des habitants, c'est sûr, mais c'était pas... fait que ça, c'est sûr que ça a changé parce qu'ils nous ont donné des moyens probablement pas mal plus le fun, tu sais, là, à cause du Téléthon. C'est avec beaucoup de fierté que les citoyens de Buckingham ont fêté le 100e anniversaire de fondation de leur ville en 1990. Pour cette occasion, une grande fête a été organisée sous le pont Brady. Depuis ce jour, Buckingham en fête est devenu un rendez-vous incontournable. À la fin des années 1990, le gouvernement du Québec a voulu revoir la géographie des municipalités de la province. Jocelyne Hull, la première femme à être élue maire à Buckingham, a dû insister pour faire entendre sa voix lors des discussions en Outaouais. Lorsque la ministre a convoqué une rencontre, elle a convoqué ça, si ma mémoire est bonne, c'était un samedi matin. Elle a convoqué les maires des municipalités de Hull, Aylmer et Gatineau. Alors, Buckingham et Masson-Angers étaient complètement exclus. Alors, je me suis rendue là. Les attachés de la ministre étaient là. J'ai demandé, j'ai expliqué ma position, en fait, que pour moi, c'était un non-sens qu'on puisse discuter du sort de Buckingham sans que son maire soit présent. Alors, on m'a dit non. Les personnes convoquées seront les personnes rencontrées. Alors, j'ai décidé de faire un sit-in. La ministre a discuté avec les 3 maires. Elle leur a dit que j'étais assise à la porte. Je pense que les 3 maires, me connaissant, savaient que je n'allais pas laisser aller le morceau. Alors, ils m'ont invité à la rencontre. Suite à ça, j'ai fait valoir mon point de vue face aux 3 maires qui étaient complètement d'accord et face à la ministre, disant que s'il y avait à prendre des décisions concernant l'avenir de la communauté urbaine, qu'on allait agrandir ses pouvoirs, on était partie prenante et intégrale. Donc, ça ne pouvait être fait que par les 3 maires des grosses municipalités. Madame la ministre m'a répondu par la suite. Elle m'a reçu en entrevue et par la suite, elle m'a dit « Je vais vous faire parvenir ma réponse ». Et on a reçu un appel là, que Buckingham serait invité à faire partie des travaux et qu'il allait aussi envoyer la même invitation au maire Montreuil de Masson-Angers. Le 1er janvier 2002, Buckingham est officiellement fusionné à la ville de Gatineau. Une fusion forcée par le gouvernement québécois qui apporte son lot d'avantages et de désavantages. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'au moment où, justement, la ministre a dit « bien, ça va être la fusion des 5 villes », on avait 2 choix. On avait le choix d'être en retrait et de laisser la parade aller, laisser le train passer et se faire diriger par d'autres personnes, ou on avait le choix d'embarquer dans le train puis d'avoir les mains sur le gouvernail aussi. On a eu la chance d'aller s'expliquer en commission parlementaire et c'est là où on a fait la demande d'avoir des centres de services. Puis ça, je le répète parce que pour moi, les centres de services demeureront toujours la grande différence entre garder notre identité, continuer à bien desservir nos citoyens,
puis avoir un aspect local de l'ex-Buckingham que l'on aurait perdu sans ça. Je me rappelle très bien d'avoir dit à la ministre, écoutez, vous voulez faire des fusions parce que vous voulez que les gens soient regroupés, vous voulez des services de proximité, vous voulez qu'il y ait des bassins qui se forment, et on va faire tout le contraire si on ne garantit pas que les anciens hôtels de ville vont demeurer des points de service. Il est impensable pour nous de penser qu'un citoyen de Buckingham va aller faire une demande de permis, va se taper 80 km aller-retour. Alors, elle l'a bien compris, puis je me souviens bien de sa réaction en commission parlementaire. Elle m'a regardé, elle dit, « Vous voulez que j'écrive ça dans le projet de loi? » Et j'ai dit oui. Tel quel, Madame la ministre, s'il vous plaît. Et ça s'est retrouvé dans le projet de loi. Alors, quand il y a eu fusion municipale, l'obligation y était de garder les services de proximité et de garder des employés municipaux dans chacun des secteurs dans les anciens hôtels de ville. À la fin de Buckingham, au moment de la fusion, on était dans une situation extrêmement financière extrêmement difficile. On a encore des infrastructures d'un rattrapage immense à faire. Si on n'était pas dans Gatineau, je ne sais pas comment on le ferait. Ça, c'est sans compter la caserne de pompiers, les ateliers municipaux qu'on s'est donnés, la piscine qu'on s'est donnée, les rénovations qu'on a déjà faites un peu partout. Il y a une logique comptable qui, pour moi, est très favorable à Gatineau. Moi, je pense qu'on est le seul vrai village urbain. Donc, on est dans la grande ville de Gatineau, mais c'est un village où on est capable de travailler chez nous. Le 2/3 des gens travaillent à Buckingham, on n'est pas une banlieue. On est capable de consommer chez nous, on a 300 commerces. On a nos loisirs ici. Au niveau sportif, on est développé d'une façon assez exceptionnelle pour une entité de notre taille. Moi, je pense que c'est ça qu'on a de beau. S'il y a une vraie vie de village, il y a une communauté, il y a une histoire extrêmement riche. On peut prendre des marches à Buckingham là, puis parler de toute l'histoire du Québec, en fait, depuis presque 200 ans. Parce que même avant la création de Buckingham, on avait vécu 70 ans là, en village. Donc pour moi, cette richesse-là, autant de notre histoire que des institutions qu'on a, économiques, sociales, culturelles, c'est ça qu'on a de plus beau, puis c'est ça que peu de quartiers ont. Si Buckingham n'existe plus officiellement, les gens qui y habitent ont toujours un fort sentiment d'appartenance. Buckingham sera toujours dans le cœur des gens. D'ailleurs, en ayant gardé le nom du quartier, le quartier de Buckingham, ça identifie bien, il n'y a pas d'inconfort face à la population. Les gens ont compris qu'on pouvait faire partie d'une grande ville et demeurer ce que l'on est comme quartier.